Sur les obligations procédurales, la Cour va donner raison à l'Argentine. L'Uruguay n'a pas respecté, a violé ses obligations procédurales. Alors, très brièvement, quelles sont-elles? C'est l'obligation d'informer. Alors, on informe comment? On informe par une commission du fleuve qui a été créée entre les deux parties, comme un organisme international. On informe aussitôt qu'on est saisi du projet. Ensuite, quand on fait l'évaluation de l'impact sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on a avancé dans l'étude, on doit notifier le projet. Et enfin, lorsqu'on a notifié le projet, et lorsque l'autre partie objecte sur le plan du respect de l'environnement, il doit y avoir une négociation qui dure 6 mois entre les deux pays pour voir s'il peut y avoir des aménagements des projets de manière à les rendre satisfaisants pour l'environnement. Donc, information, notification, négociation. Sur tout et la négociation doit être une négociation de bonne foi, bien sûr. C'est-à-dire que tout en négociant, le pays qui est l'auteur des projets ne doit pas autoriser les projets. Ce que malheureusement l'Uruguay avait fait. Et par conséquent, la Cour va conclure que l'Uruguay a violé ses obligations procédurales. Alors, deux choses. En quoi la Cour a fait avancer le droit de l'environnement? Tout d'abord, la Cour a dit que l'obligation de prévention est une obligation de nature coutumière. Ça, c'est intéressant. Deuxièmement, elle a dit que le fait de mener une étude d'impact sur l'environnement est une obligation de droit international général. Je pense que ceci est une première, d'une certaine façon, en matière de droit de l'environnement. Et à partir de là, je crois que vous-même, les juges nationaux, j'espère que vous pouvez en tirer profit dans la mesure où quelqu'un a dit ce matin que la coutume, un de nos collègues a dit que la coutume, il ne faut pas l'oublier, est aussi obligatoire qu'un traité, et qu'elle oblige les États autant qu'un traité. Alors maintenant, j'en arrive à mon dernier point. Les obligations de fond. Deuxième point. Alors la Cour va aborder les obligations de substance. Et elle va donner raison cette fois à l'Uruguay. Elle estime que l'Uruguay a utilisé les techniques les plus avancées et qu'il a respecté les standards et que par conséquent, il n'a pas, dans le fond, violé les obligations de substance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle violer des obligations de fond? Les deux pays sont obligés par le traité à prendre des mesures en commun, des standards pour la protection du fleuve. Alors, on appelle cela, dans le traité, l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve. Alors, la Cour a dit que ce qu'on appelle une utilisation rationnelle et optimale, c'est quelque chose qui concilie entre l'utilisation équitable et raisonnable, d'une part, d'une ressource partagée, parce que le fleuve est une ressource partagée, et d'autre part, le développement durable des riverains. D'autre part, les parties ont établi toutes les normes, les standards, pas toutes, avec l'aide de la CARU, de la Commission pour la protection du fleuve. Une seule usine a été mise en service, c'est l'usine Botnia, celle qui a été faite par les Finlandais pendant une année. Il y avait des monitorings sur le fleuve, des organes de contrôle, des éléments pour voir si les standards ont été respectés. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas de preuves apportées par l'Argentine comme quoi ces mesures et ces standards concernant les rejets dans le fleuve n'ont pas été respectés par l'Uruguay. Elle va donc conclure qu'en réalité, il y a une violation de la partie coopération et que cette constatation vaut réparation. Et elle
va en même temps dire qu'il n'y a pas de violation des obligations de fonds, et par conséquent, il ne suivra pas l'Argentine, qui a demandé que l'usine soit démantelée. Alors tout cela se joue sur fond de politique locale, sur fond de Gualeguaychú, qui est une ville où il y a beaucoup de protestataires du côté argentin, sur fond politique. Je passe sur cet aspect. Pour conclure, je voudrais ici conclure sur un point. La Cour a demandé aux partis, a dit que les partis étaient liés par une obligation continue de coopérer, que le fait de rendre l'arrêt n'arrête pas la coopération, qu'elles doivent revenir à la coopération au sein de la Commission du fleuve. D'autre part, la Cour n'a pas voulu suivre entièrement l'Argentine sur la mise en œuvre du principe de précaution comme principe de droit international. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons été prudents. Nous avons fait comme nos prédécesseurs du tribunal du droit de la mer de Hambourg. Nous avons parlé de l'approche de précaution. Nous n'avons pas parlé d'un principe général de droit comme un principe de précaution. Pourquoi? Parce que nous avons pensé que l'état du droit international actuel ne permet pas de conclure qu'il existe un principe de précaution, c'est-à-dire même s'il y a incertitude scientifique quant au risque, qui peut être caractérisé d'une règle coutumière internationale. Personnellement, et je conclurai là, c'est mon dernier mot, je dirais que pour qu'un principe de précaution puisse faire partie du droit international, il faut qu'il soit entouré de garanties juridiques et notamment dans un contexte de développement durable pour éviter les abus. C'est ce que d'ailleurs l'Organisation mondiale du commerce a fait. Elle a traité du principe de précaution dans le cadre du fameux accord que vous connaissez tous, l'accord SPS. Et par conséquent, jusque-là, je crois que pour l'instant, nous avons la prévention, mais nous n'allons pas jusqu'à la prévention qui suppose qu'il y a un risque et un risque établi à travers l'étude de l'impact sur l'environnement. Voilà, Monsieur le Président, j'espère avoir très objectivement rendu compte de cette avancée de la Cour internationale de justice. J'espère qu'il y en aura d'autres, et notamment à l'occasion de la prochaine affaire entre l'Équateur et la Colombie, qui est encore une affaire latino-américaine. Je vous remercie, Monsieur le Président.